présente, de notre point de vue, plus d'opportunités que de menaces. On constate au cours des dernières années, et ça s'est renforcé à l'occasion de la crise Covid, souvent les crises ont pour effet d'accentuer des tendances qui étaient déjà préexistantes, une tendance donc marquée par une forte appétence pour le local, pour, vous voyez bien dans les linéaires des grandes surfaces, les produits de nos régions, les produits du terroir. En ce sens, dans notre imaginaire collectif, le vin se pose quand même parfaitement dans ce registre-là. C'est un produit enraciné, dont l'image est intimement liée à différentes régions françaises, et donc il est relativement bien positionné pour profiter de cette tendance. Hormis le vin lui-même, on peut se dire également que tout le secteur qui gravite autour, celui de l'œnotourisme, pourrait également profiter de cet attrait pour la proximité. Cette appétence pour le local, pour le produit de nos régions, ne revêt pas qu'une dimension patrimoniale, elle est aussi agie, elle est aussi alimentée par une forte sensibilité environnementale qui prend notamment la forme des circuits courts. Vous savez, et donc on notera à ce propos que l'engouement pour le local, en termes entre guillemets d'achat vertueux ou d'achat conscientisé, se déploie aujourd'hui au détriment du bio, qui marque un certain nombre de signes d'essoufflement dans les linéaires et dans les chiffres de vente. Si on devait résumer d'une formule, on pourrait parler du syndrome un peu des haricots verts du Kenya. Vous savez, les haricots verts bio, alors on va acheter ça quand on est sensibilisé à la cause environnementale, puis tout d'un coup on réfléchit, on dit bon, c'est bio, mais ça vient quand même de l'autre bout de la planète. Et donc le bilan carbone de mon paquet de haricots, là, est-ce qu'il est si vertueux que ça? Est-ce que je n'aurais pas plutôt intérêt à acheter des haricots non bio, mais qui viennent de ma région? Donc je pense qu'il faut réfléchir là-dessus, sur le circuit court, et encore une fois sur la question environnementale, qui est une tendance de fond, qui s'est accentuée avec le Covid. Le Covid a également renforcé une autre tendance très importante, qui est celle du repli sur la sphère individuelle et l'avènement de ce qu'un sociologue et un essayiste qui s'appelle Vincent Kochbert appelle la société ou la civilisation du cocon. Donc face à un monde incertain, où les virus circulent, l'insécurité physique, les stress et les tensions sont multiples, les modes de vie, plus que jamais, d'une majorité de nos concitoyens se tournent de plus en plus vers la cellule familiale et les proches, une espèce de repli protecteur. Du fait également de la tension, on y reviendra sur la question du pouvoir d'achat, on sort moins et on investit davantage le foyer. C'est ce que nous avons appelé, avec Jean-Laurent Casselli, l'avènement de l'idéal plaza majoritaire, en hommage non pas au célèbre hôtel, mais à l'agent immobilier le plus célèbre de France. Donc la maison, le jardin, le barbecue. Et puis on est ici en Avignon, en termes de piscine installée après les États-Unis. Donc on voit très fortement ce repli sur la sphère individuelle. Blague à part, si Plaza, hormis son talent, est si populaire, c'est aussi que tout l'univers qu'il décrit, avec la maison, le barbecue, le jardin, tout ça constitue plus que jamais le rêve français. Vous vous souvenez qu'il y a 1 ou 2 ans, le ministre du Logement avait dit la maison individuelle avec jardin, il faut arrêter parce que c'est une impasse écologique, on artificialise, économique et sociale, on fabrique du gilet jaune, puisque pour accéder à ce rêve, on va habiter de plus en plus loin des grandes agglomérations, donc on va être dépendant du prix des carburants. Alors sur le papier, on peut partager le constat et le diagnostic de la ministre de l'époque, on a juste un sujet, c'est que ce modèle-là, ça demeure le rêve français par excellence. 75% de nos concitoyens soit habitent, soit aspirent à vivre dans une maison avec jardin. Et donc je pense qu'il faut aussi intégrer ça dans les réflexions marketing de la filière sur comment nous, filière du vin, on peut trouver notre place dans ce nouveau mode de vie, avec une convivialité qui est centrée notamment sur la cuisine d'extérieur, le barbecue, les apéros dînatoires qui se développent, et un certain nombre d'acteurs de votre filière ont déjà su surfer la vague, si je puis dire, notamment
pour ce qui est du vin rosé, qui est bien présent dans cet imaginaire-là. Mais ayons en tête que cette tendance de fond va se renforcer, et donc la toile de fond, le décor dans lequel il faut qu'on réfléchisse, c'est plutôt celui-là. Autre phénomène très marquant, plus que jamais, le rythme de la société française, c'est celui de l'immédiateté. Alors on va se dire, bon, c'est quoi le rapport avec le vin? On va y venir. On est dans le tout en un clic, avec l'essor spectaculaire de la livraison à domicile, avec le standard de livraison à J+1. Les repas, pour ce qui est des repas, tout doit être livré en moins de 30 minutes. Je vous donne juste des chiffres, on peut dire, ça peut être un truc de bobo parisien de parler de livraison de repas à domicile. Une enseigne comme Deliveroo revendique 80 livreurs sur une ville comme Châteauroux. Donc ça va se développer très fortement. On a plus de 50% des moins de 35 ans qui se font livrer au moins une fois par mois à manger à domicile. Et donc comment, dans ces nouveaux usages, là encore une fois, le vin peut-il trouver sa place? On a en tête aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, tout ça a modifié en profondeur, quasiment de manière anthropologique, le tempo de notre vie. Je vous coupe, vous parlez de repas livrés, est-ce qu'on a une idée des boissons? Est-ce qu'elles sont commandées avec le repas ou elles sont déjà au domicile? Alors, je pense qu'il faudrait affiner les choses, mais je vais anticiper sur la dernière slide. Ce qui est le plus livré, c'est du McDo aujourd'hui. Donc voilà, donc vous avez déjà une réponse. C'est pas forcément le vin qui va aller avec, mais il y a sans doute à réfléchir là-dessus. Donc la rapidité et l'immédiateté dominent au détriment du temps long. Et donc dans ce contexte, on peut s'interroger aussi sur quelle est la place dans cet imaginaire, dans cette société de l'instantanéité, pour le vin de garde. Le vin qu'on achetait, qu'on boirait dans quelques années, ou forcerie qu'on a acheté à la naissance de son fils ou de sa fille et qu'on boira pour ses 18 ans, dans une société où on est à la minute ou au trimestre pour les comptes financiers. Là aussi, l'imaginaire du vin doit peut-être être réinterprété. On le voit dans les grandes métropoles, le vin est souvent acheté pour être consommé immédiatement, parfois même dans l'heure qui suit. Et c'est tout à fait net, typiquement dans la capitale, où je vous ai fait figurer l'évolution du nombre de cavistes entre 2000 et 2017. Donc moins de vins de garde, moins de constitution de caves patrimoniales et un achat d'impulsion à la dernière minute. On va chez des amis, on reçoit des gens, on a envie de boire une bouteille en sortant du bureau, et donc on va acheter le vin. Et donc comment, là aussi, en termes d'imaginaire, on arrive à se positionner là-dessus. Autre tendance massive, ce que nous avons appelé effet de sablier versus et logique d'arbitrage. Si vous voyez que sur tous les types de marchés, y compris et surtout non alimentaires, on a aujourd'hui une double tendance, avec le premium qui se porte très bien, et tension sous le pouvoir d'achat oblige, l'entrée de gamme qui gagne énormément de parts de marché, avec en corollaire tous les produits dans tous les secteurs qui sont positionnés dans le moyen de gamme, qui se font laminer ou qui souffrent énormément. Donc là, je vous ai pris l'exemple volontairement éloigné de votre univers, qui est celui de l'habillement, avec, vous avez en tête, la kyrielle d'enseignes type des années 80-90 sur la mode moyenne gamme, Camailleux, Pinky, Kuka et compagnie, qui ont déposé le bilan, ou sont en train de déposer le bilan. Alors, comment on explique ce phénomène? Alors, il y a d'une part l'effet sablier. On entend souvent, notamment dans cette période de contestation forte au plan social, les riches sont plus riches et il y a de plus en plus de pauvres. Et donc tout ça va se retrouver dans les linéaires. Donc on peut se référer aux travaux de Thomas Piketty, on peut la regarder aussi ce qui se passe du côté des Restos du Cœur ou autres, ou toutes les associations caritatives qui vous disent que les files d'attente n'ont jamais été aussi fournies. Néanmoins, si ce phénomène est en partie une réalité, parce qu'on est quand même en France et on a un système, un mode de protection sociale qui limite le creusement des inégalités. C'est en France que les inégalités ont le moins augmenté en sortie de Covid de tous les pays de l'OCDE. Et donc, ce n'est pas uniquement sur ce creusement des inégalités qu'il faut aller chercher la cause de cette
segmentation accrue de la consommation. Nous, on pense plus profondément qu'en fait, nous sommes durablement installés dans une société de consommation où les biens et services nouveaux proposés aux consommateurs ne cessent de croître. Il y a tous les jours de nouvelles propositions, de nouveaux objets, nouveaux usages qui sont proposés aux consommateurs. Et ce qu'on pourrait appeler le seuil d'accès à la classe moyenne, il est monté sur Vérin et il ne cesse d'augmenter. Et en face, vous avez des consommateurs, des salariés, dont le pouvoir d'achat n'est pas extensible et donc qui n'arrivent plus quelque part à suivre ce rythme effréné de la société de consommation. L'exemple qu'on prend toujours, c'est celui du smartphone, des écrans plats ou autres, mais regardez l'engouement pour les salles de sport, toute une série de nouvelles offres commerciales, marchandes, qui viennent tirer sur le pouvoir d'achat. Vous ajoutez à cela l'augmentation des dépenses contraintes, logement, énergie et autres. Et donc, on a une part croissante de la population qui vit sous arbitrage. Je vous donne 2 chiffres. Dans les enquêtes de l'IFOP, en 2010, c'est pas anecdotique, c'est la dernière grande crise économique que le pays ait connue, on avait encore 54% de Français qui nous disaient, une fois que j'ai tout payé, dépenses contraintes et autres, j'arrive à mettre un peu d'argent de côté, ou beaucoup d'argent de côté à la fin du mois. 54% des Français. En novembre dernier, on était tombé à 37%. Donc on a perdu 17 points, mais donc on était à 1 sur 2, on a à peine un gros tiers. Et donc on a une part croissante et majoritaire de la population qui est donc rentrée dans ce qu'on appelle, nous, la logique de l'arbitrage. C'est-à-dire que je veux continuer de pouvoir me faire plaisir à moi ou à mes proches, de temps en temps, en achetant de la marque, en achetant du premium. Mais comme mon pouvoir d'achat est sous contrainte, si je veux pouvoir me payer ça, il faut que j'arbitre à la baisse sur un nombre croissant d'autres postes de dépenses pour me générer les marges de manœuvre nécessaires. Et donc vous avez du coup très fort engouement pour le discount. Et donc ça, plus que les riches plus riches, les pauvres plus pauvres, je pense que ça c'est le principe actif de ce phénomène d'arbitrage qui ne cesse de gagner du terrain. Du coup, pour un univers professionnel comme le vôtre, tout ça pose des questions redoutables. C'est-à-dire, comment se positionner. Alors on a parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'appellations de crus qui étaient positionnées sur le premium et le haut de gamme, donc il faut conserver ça. On a d'autres types de vins qui sont plutôt d'entrée de gamme et qui sont des bons amortisseurs assez tout-terrain en période de crise. Et puis il y a quand même la masse des vins qui sont ni trop luxe, ni vraiment peu chers, et qui, eux, risquent demain d'être les victimes de cette logique d'arbitrage. Et donc comment on positionne ces vins, pour les faire sortir du milieu du sablier où ils risquent énormément de souffrir dans les années qui viennent. Alors, faut-il les sortir du milieu du sablier ou faut-il qu'ils sortent du marché ? Alors, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et donc c'est très compliqué quand il y a des investissements importants qui ont été faits. Néanmoins, on peut penser que cette logique implacable du sablier et de l'arbitrage ne va pas épargner votre production, et qu'à un moment ou un autre, et vous êtes sans doute déjà pour beaucoup concernés par ce phénomène, tout ça va arriver. Alors l'autre solution qui se décrète pas, qui est compliquée à mener, c'est d'arriver éventuellement collectivement à faire en sorte que la consommation de vin soit véritablement associée à un achat plaisir et passe dans la catégorie hyper privilégiée des achats non arbitrables, en disant ça, c'est sanctuarisé, pour le vin, je suis prêt à mettre un peu plus d'argent, quitte à ce que je rogne sur d'autres objets. Donc soit il y a la capacité collective à faire rentrer le vin dans cet univers hyper sanctuarisé, soit sinon, c'est plutôt des logiques maison par maison, exploitation par exploitation, appellation par appellation, en disant où est-ce qu'on se positionne pour essayer de résister au mieux. Dernière... Si.
Si, si. Autre tendance de fond, alors qui est le Covid, là pour le coup, n'y est pour rien. Quand vous voyez la carte du menu moyen français, une tendance de fond depuis 40 ans, c'est son extraordinaire diversification au profit des influences culturelles étrangères. Donc on a parlé de McDo tout à l'heure, c'est pas un hasard si je vous ai parlé de McDo. McDo a la France comme deuxième marché mondial après les États-Unis. Il y a 1600 restos McDo en France. 85% des moins de 35 ans, ils mangent au moins une fois dans l'année. Succès d'estime de McDo, aujourd'hui, le burger est rentré dans la bistronomie et fait partie aussi de la carte des menus de tous les restaurants un peu sélectifs, comme la Blanquette ou un autre produit bien de chez nous. Mais on ne s'est pas arrêté à l'américanisation. On a le tacos, on a le kebab, on a les sushis, et tout ça se développe énormément. Je vous ai dit que McDo avait la France comme deuxième marché mondial. Tous les ans à Paris, à Villepinte, au parc des Expos de Villepinte, il y a un grand salon dédié à la culture et à la civilisation japonaise qui s'appelle le Japan Expo. Donc on parle arts martiaux, jeux vidéo, sushi, architecture, musique, etc. etc. Le Japan Expo, c'est le 3e salon grand public le plus visité en France, après le salon de l'agriculture et le mondial de l'auto. Donc il y a cette civilisation japonaise qui s'est déposée comme une couche sédimentaire sur la société française. Alors ça touche plutôt des moins de 45 ou moins de 50 ans, mais tout ça se développe très fortement. Même si le Koshu reste un cépage assez rare encore sous nos latitudes. Et ben voilà, donc il faut, est-ce qu'on peut essayer de surfer là-dessus ou pas? Et donc le corollaire, puisque comme disait l'autre, on ne peut pas faire beaucoup plus que 3 repas par jour. Si on mange plus... Oh, j'en connais 2-3 ici quand même. Le docteur ne sera pas forcément content. Mais, et donc du coup, si tout ça se développe, c'est au détriment, je veux dire, de la part de marché de la cuisine traditionnelle française, à laquelle le vin, dans notre imaginaire, est intimement lié. Et donc il faut prendre ça encore une fois en compte pour que le vin puisse trouver sa place, les vins puissent trouver leur place dans ces nouvelles habitudes alimentaires. Alors si l'engouement pour les apéros dînatoires ou les apéros prolongés peut présenter des opportunités pour certains types de vins, c'est beaucoup plus compliqué par exemple pour le snacking, sauf à réfléchir sur d'autres formes de conditionnement, par mot tabou du vin en canette ou autre, mais pour dire, voilà, encore une fois, on peut rester arc-bouté sur nos principes. Bon, c'est une démarche. Il y en a une autre qui, à mon avis, est plus raisonnable, c'est de regarder la vague qui nous arrive et voir comment on arrive à la surfer ou comment on peut se positionner pour qu'on la prenne le moins de plein fouet possible. Dernier point, et ça a été évoqué tout à l'heure, phénomène à méditer également, le spectaculaire engouement pour les microbrasseries partout sur le territoire national, y compris dans des régions de tradition historiquement viticole. Aujourd'hui, la craft beer, sans doute du Comtat venessin ou des Pyrénées-Orientales fonctionne très bien. Et donc là aussi, il faut réfléchir sur les codes, sur les méthodes marketing et autres qui ont été utilisées par ces producteurs pour se développer sur un marché. On l'a vu historiquement, la bière a été plutôt stable et s'était concentrée énormément aux mains de grands industriels. Et donc il y a eu une inversion de tendance. Ce qui a été fort, c'est que ça n'a pas été décidé par un comité stratégique, mais par des centaines d'acteurs individuels qui collectivement se sont engouffrés et ont créé cette tendance. Et donc, il y a même des producteurs vignerons qui produisent de la bière. Voilà, et on arrache parfois des cépages pour planter du houblon. Donc voilà, comme je sais que vous avez encore un peu faim, je vous ai présenté, voilà, pour terminer, la carte de l'implantation de McDo en France, pour qu'on ait tous bien conscience que quelque part on était passé dans une France d'après. On n'est plus dans celle des images d'Épinal, c'est celle-là avec laquelle il faut qu'on fasse quotidiennement. Il faut que le vin arrive à trouver sa place dans cet univers qui s'est encore une fois profondément métamorphosé. Merci beaucoup de votre attention. Merci.